Bienvenue dans ce Focus. Notre invité aujourd'hui, c'est Tierno Habib Anne, le directeur général de Shelter Afrique Development Bank. Bonsoir, monsieur le directeur général. Bonsoir. Voilà, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous sommes en marge de la Banque africaine, nous sommes en marge de la foire du commerce intra-africain organisée par Afreximbank, à laquelle vous participez. Pourquoi vous décidez de participer à cet événement? Merci beaucoup pour l'invitation. Cette foire est extrêmement importante pour l'intégration régionale africaine, puisque c'est une foire qui concerne le développement des échanges intra-africains. Et donc nous, Shelter Afrique Development Bank est une institution de financement du logement abordable et du développement urbain à travers l'Afrique. Et donc notre participation à cette foire est extrêmement importante puisque nous regardons le financement de l'habitat sur toute sa chaîne de valeur. Donc depuis l'acquisition des terrains, la viabilisation des terrains et aussi l'achat des matériaux de construction et la fabrication des matériaux de construction qui sont extrêmement importants dans l'évaluation du coût du financement du logement. Donc si nous pouvons réduire ces coûts-là à travers justement ces échanges intra-africains, cela va nous permettre vraiment de rendre le logement abordable en Afrique. Ok, très bien. Pour revenir à votre institution, vous êtes passé depuis octobre dernier, banque de développement. Qu'est-ce que cela implique? Alors, la banque de développement Shelter Afrique ou Shelter Afrique Development Bank, SHAFDB en anglais, l'importance de cette transition pour nous, c'est vraiment de refléter ce que nous faisons vraiment en termes de financement du logement. Alors, notre activité consiste à financer les institutions financières, donc les banques à travers les différents pays, mais aussi financer les promoteurs immobiliers dans les différents pays pour que ces promoteurs puissent financer l'offre de logements abordables. Et en troisième lieu, nous faisons des PPP, les partenariats publics-privés, avec les agences gouvernementales et les gouvernements à travers les différents pays, où nous avons à disposition des terrains abordables, mais aussi nous apportons le financement, nous mobilisons le financement et identifions des promoteurs immobiliers qui ont la capacité de délivrer des logements à grande échelle et des logements abordables. Et en fin de compte, nous avons des fonds de gestion que nous mettons en place. Ce sont des fonds de gestion dédiés à des thématiques particulières qui sont des thématiques prioritaires comme le financement de logements verts, durables et des logements qui sont vraiment abordables, mais aussi le financement des logements pour les femmes et les femmes dans la chaîne de valeur du logement. Et ensuite la finance islamique, le financement des infrastructures de base, l'accès à l'eau, l'électricité, tout ce qui est infrastructure de base, assainissement, et aussi le financement des PME et du commerce intra-africain justement dans les matériaux de construction. D'accord ? Et en fin de compte, en sixième lieu, nous finançons aussi la diaspora, donc les fonds pour la diaspora, puisque nous avons 92 milliards de fonds de la diaspora qui transitent en Afrique chaque année. Et aussi, nous avons le financement des migrants et des réfugiés, des logements pour les migrants et les réfugiés à travers ces fonds dédiés. Donc nous, en tant que Shelter Afrique, cette transformation, aujourd'hui en banque de développement, nous permet de jouer un plus grand rôle et d'ouvrir le capital aux institutions internationales et aussi à tous les pays non régionaux, non africains qui sont intéressés à voir la résorption de la crise du logement et de la crise urbaine dans nos capitales africaines. Ok, de manière globale, vous êtes une banque multilatérale, vous n'êtes pas en contact direct avec les usagers, mais comment est-ce que vous vous assurez à votre niveau que l'argent que vous débloquez arrive à fond? Parce que le problème du logement en Afrique, il est réellement important. On parle de plus de la moitié de la population qui a un véritable souci avec l'accès au logement. Comment est-ce que vous vous rassurez que le bénéficiaire final puisse pouvoir justement bénéficier des financements que vous mettez à leur disposition? Alors là, c'est une excellente question, puisque c'est une question qui nous revient plus souvent, puisque nous ne finançons pas directement les ménages, mais nous finançons les institutions qui facilitent l'accès à ces financements-là, donc que ce soit les banques, les institutions de microfinance, les coopératives financières dans les différents pays, comme au Kenya, nous avons les SACCOs,
les Savings and Credit Organizations, qui sont des institutions qui aident à l'accès au logement. Alors, nous nous concentrons sur ce type d'institutions qui permettent vraiment de faire du volume, en fait. Parce que nous sommes une banque de développement régionale, et il faut absolument que nous jouions ce rôle de facilitateur et de développement du secteur. Alors nous ne pouvons pas juste nous concentrer sur un ou deux projets ici et là, mais à travers les institutions financières, nous pouvons faire du volume et vraiment s'adresser à cette crise du logement. Alors comment nous nous rassurons que ces financements arrivent à bonne destination? C'est parce que nous surveillons ces projets-là. Nous travaillons avec ces institutions pour le déploiement de ce capital au niveau des personnes qui en ont besoin. Mais aussi, nous avons des rapports qui nous viennent des différentes institutions que nous finançons pour que nous sachions comment ils utilisent le financement que nous avons mis à disposition. Un très bon exemple, récemment, nous avons financé la banque Vista Group en Guinée, où j'étais physiquement pour signer l'accord. Et l'idée, c'est vraiment de s'assurer que nos banques partenaires financent les logements abordables dans les zones vraiment qui ne sont pas les plus privilégiées dans nos différents pays. Donc, encore une fois, c'est une priorité pour nous de voir ces résultats-là, puisque ce sont les pays qui sont nos actionnaires. Donc, puisque les pays sont nos actionnaires, nous avons une obligation de résultat pour vraiment réduire ce déficit du logement-là. Alors nous, nos mesures de performance sont liées justement au nombre de logements que nous créons dans les différents pays, que nous facilitons dans les différents pays, mais aussi le nombre d'emplois qui sont créés dans ce processus de construction. Puisque vous savez, l'emploi, c'est une des raisons les plus importantes aussi pourquoi nous finançons le secteur, puisque vous savez, la construction crée de l'emploi, que ce soit à travers les matériaux de construction, les industries de construction, de matériaux de construction, mais aussi les sociétés de construction elles-mêmes, d'accord, mais aussi au niveau du financement à travers les banques. Donc cette chaîne de valeur crée de l'emploi et c'est pour ça que nous sommes vraiment impliqués là-dedans et nous devons montrer des résultats concrets à nos actionnaires, qui sont les pays. Actuellement, vous avez évoqué différents projets dans vos cahiers de charges, l'électricité, l'énergie. C'est un secteur qui revient avec beaucoup d'acuité. Il se pose actuellement en Afrique un débat sur la question du financement des énergies fossiles. Devrait-on permettre à l'Afrique, en tout cas devrait-on encourager l'Afrique de financer ces énergies fossiles? À ce niveau, comment est-ce que vous vous positionnez? Vous savez, c'est un débat qui fait beaucoup de bruit aujourd'hui, effectivement, à tous les niveaux. Déjà, il faut rappeler que l'Afrique n'est pas vraiment le continent qui pollue le plus dans le monde. Au contraire, l'Afrique pollue le moins, d'accord, puisque nous n'avons pas toutes ces industries sophistiquées des autres pays occidentaux. Donc, nous ne sommes pas la cause du réchauffement climatique aujourd'hui. Ça, c'est déjà une première chose à mettre sur la table. Ensuite, l'Afrique a besoin de se développer aussi, d'accord? Maintenant, la question, c'est comment nous pouvons concilier ce développement avec, si vous voulez, les énergies renouvelables et toute cette industrie qui est innovatrice, d'accord, qui nous permettra justement d'aller de l'avant. Vous savez, ce n'est pas incompatible, hein, le développement et les énergies renouvelables et toutes ces innovations que nous voyons. Vous vous souvenez, à l'époque, quand on avait les téléphones fixes un peu partout, et après, je pense qu'on a sauté cette étape justement des téléphones fixes très rapidement, alors que l'Occident a passé des décennies et des décennies à utiliser le téléphone fixe. L'Afrique, plutôt, a fait ce qu'on appelle le leapfrog, ce qu'on appelle en anglais. C'est vraiment un saut en avant, hein, de très loin, pour adopter les téléphones mobiles cellulaires, n'est-ce pas? Et là, c'est devenu une grosse industrie à travers toute l'Afrique. Alors, de la même façon, dans les industries
aujourd'hui, que ce soit pour les industries automobiles, électricité et autres, et le logement en particulier, l'Afrique aussi peut être innovante et s'assurer qu'on fasse cette innovation dans le sens positif qui va permettre à nos populations de vivre dans des logements décents, durables et des logements qui résistent au changement climatique. Puisque vous savez, à la fin de la journée, le changement climatique affecte nos populations. Nous sommes des victimes de ce changement climatique. Autrement dit, est-ce que... Nous ne causons pas ces changements. Oui, là nous sommes d'accord, mais maintenant au niveau du financement, puisque on a des partenaires ou bien des Africains qui estiment que l'Afrique n'a pas profité de ses ressources naturelles et qu'il ne serait pas temps pour l'Afrique de migrer, en tout cas à 100%, vers l'éolien sans pouvoir bénéficier de son propre potentiel naturel. Est-ce qu'aujourd'hui, à Shelter Afrique Development Bank, vous estimez qu'il est temps aussi pour l'Afrique de profiter de son potentiel naturel? Autrement dit, est-ce que vous accompagnez les projets qui vont dans ce sens-là? Écoutez, nous, on est une institution de financement du logement abordable et du développement urbain, donc des infrastructures urbaines. Et quand nous travaillons dans ce secteur-là, nous nous assurons que ce secteur soit quand même résistant au changement climatique, puisque les constructions que nous supportons, que nous finançons, doivent respecter des normes environnementales et sociales pour que les populations, les ménages ne soient pas victimes, par exemple, des catastrophes naturelles, comme on l'a vu à Marrakech, pas loin d'ici, où il y a eu le tremblement de terre et des maisons se sont écroulées. Donc, il faudrait qu'on puisse construire des logements qui soient résistants à ces changements climatiques-là et aux catastrophes naturelles. Et donc, pour cela, nous, Shelter Afrique, nous investissons dans des technologies innovantes qui permettent de résister justement à tous ces types de catastrophes. Donc, pour nous, il n'y a pas de contradiction, franchement, à ce niveau-là. On peut exploiter nos ressources, mais tout en s'assurant que nous protégeons nos populations aussi de ces catastrophes-là. Très bien. Maintenant, on parle de zone de libre-échange continentale, ce qui implique une ouverture des marchés, y compris sur le marché de l'immobilier. Mais la réalité est qu'il y a une disparité entre la formation, la main-d'œuvre. À votre niveau, comment est-ce que vous vous assurez justement que certains pays puissent pouvoir tenir l'ouverture de leur marché? Parce qu'en termes de construction, justement, vous prenez des pays peut-être comme la Guinée, la main-d'œuvre n'est pas la même que le Nigeria, qui est pourtant dans la même zone économique que la CEDEAO. Oui, c'est une excellente question. En même temps, je pense que l'intégration régionale va passer par le transfert de technologies et le transfert de connaissances. Donc, s'il y a des pays qui sont beaucoup plus en avance que d'autres, d'accord, nous encourageons que ces pays-là forment des partenariats, travaillent ensemble. Le Nigeria, qui a peut-être des expertises dans certains domaines particuliers, peut bien exporter ses connaissances et sa technologie dans des pays moins avancés. Vous avez parlé de la Guinée, ou ça peut être le Sénégal ou autre, pour vraiment développer cette collaboration intra-régionale et qui va permettre de vraiment développer les capacités des différents pays, puisque c'est ce qui s'est passé dans beaucoup d'autres pays. Vous regardez la Chine, l'Inde, ils ont acquis en fait les compétences d'autres pays beaucoup plus avancés dans les différents domaines. Donc il n'y a pas de contradiction, au contraire, je pense qu'il faut cette collaboration-là, surtout cette collaboration sud-sud entre nos pays. Nous avons des pays aujourd'hui du nord de l'Afrique qui sont dans certains domaines bien avancés, comme le domaine du logement. Vous regardez au Maroc, même ici en Égypte ou même en Algérie, ils sont avancés quand même sur certaines problématiques du secteur du logement. Donc, ce serait intéressant de voir comment est-ce qu'on peut transférer certaines de ces connaissances-là dans nos pays subsahariens et aussi faire participer des entreprises du Nord au développement du secteur de l'immobilier dans les autres pays en Afrique, tout en transférant cette technologie. Comme ça, nous construisons les capacités dans les différents pays du Sud qui va leur permettre en fait aussi d'avoir ces compétences-là pour qu'ils puissent développer leur secteur beaucoup plus en profondeur et ne pas s'arrêter juste à un ou deux projets que les pays
du Nord vont transférer chez eux. Donc je pense que c'est vraiment une question de collaboration, de confiance et de partenariat. Parce qu'à la fin de la journée, c'est l'Afrique qui gagne. C'est l'intégration africaine. C'est pour cela que nous, à Shelter Afrique Development Bank, nous sommes vraiment une institution d'intégration africaine. C'est un instrument d'intégration où nous avons 44 pays aujourd'hui. Nous allons compléter aux 54. C'est en cours. Et l'idée, c'est de faire un partenariat entre ces pays-là, un échange d'expériences, échange de compétences et aussi d'opportunités d'investissement entre les pays. Vous êtes dans le secteur du financement du logement en Afrique et le principal problème, et c'est ça qui crée d'ailleurs la crise du logement en Afrique, c'est l'accès au financement. Okay. Financer la construction revient très cher. À votre niveau, quelle est la perception, en tout cas l'impact que vous avez du narratif qui est fait sur l'Afrique en termes de renchérissement des coûts? Écoutez, l'Afrique ne fonctionne pas en vase clos. Nous avons des problèmes macroéconomiques à travers le monde. Nous avons une inflation galopante à travers le monde à cause des crises politiques, des crises économiques qui se passent un peu partout dans le monde. Donc l'Afrique n'est pas en reste de ce monde-là. Donc c'est important de mettre ça dans un contexte global pour savoir que effectivement l'Afrique aussi est impactée par ces problématiques internationales. Donc cela dit, aussi je pense que l'Afrique s'est montrée très résiliente pendant ces périodes de crise. Effectivement, nous avons vu des pays qui ont eu des inflations et des dépréciations de leur monnaie, ce qui a vraiment affecté leur économie. Mais ce n'est pas pour autant que ces pays-là n'arrivent pas à fonctionner. Mais justement, il y a aussi cet impact, cette image que dégagent les médias de l'Afrique. D'accord. Un continent sur lequel la guerre sévit, un continent sur lequel la corruption fait des ravages, un continent où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'énergie avec toute l'instabilité que cela implique, ce qui fait que justement, pour un investisseur, ça devient risqué d'investir sur le continent. En tout cas, c'est la perception qu'il a. Est-ce qu'au niveau du financement de l'habitat, on ressent aujourd'hui les impacts de cette mauvaise perception, je dirais de cette mauvaise publicité sur le financement des projets de construction en Afrique? Oui. Non, écoutez, l'investissement en Afrique, effectivement, subit un peu, si vous voulez, les conséquences de cette perception-là. Mais si vous regardez vraiment le risque d'investir en Afrique et vous comparez ça au risque dans d'autres pays, et vous regardez dans le détail, vous allez vous rendre compte que en fait, ce risque n'est pas beaucoup plus élevé que dans d'autres pays. D'accord ? Les choses dont nous parlons en Afrique en termes d'environnement des affaires, etc., il y a eu des progrès. Il y a eu des progrès dans beaucoup de pays où il y a eu des législations. Le Rwanda, c'est un exemple, mais vous avez d'autres pays où effectivement les investisseurs sont protégés dans leurs investissements. Donc ça, c'est extrêmement important de parler de cela. Mais aussi, je voulais dire aussi qu'il y a des success stories, il y a des exemples d'investissements qui ont très bien réussi, notamment dans le secteur des infrastructures. D'accord, nous avons des investissements au Kenya comme un exemple où effectivement ces investissements en infrastructure ont vraiment ouvert des opportunités beaucoup plus larges dans le pays, où aujourd'hui, pour aller d'un point à l'autre, par exemple, aller à l'aéroport, où le temps que cela prenait, c'était peut-être 1 heure et plus. Aujourd'hui, en 10 minutes du centre-ville, on est à l'aéroport. Donc, ce sont ce type d'investissement dans les infrastructures qui encourage aussi l'investissement. Alors, certains pays réussissent à le faire parce qu'il y a une certaine gouvernance qui est là et une continuité dans l'investissement. C'est extrêmement important, une continuité aussi des différentes politiques des gouvernements. Même s'il y a changement de gouvernement, c'est important que le pays puisse être consistant pour que l'investisseur soit rassuré qu'un changement de gouvernement ne va pas bloquer leur projet. Donc c'est juste pour dire qu'effectivement il y a cette perception de risque, mais cette perception de risque, à mon avis, est beaucoup plus qu'une perception. C'est vraiment
si vous voulez, une mauvaise compréhension du marché, d'accord. Beaucoup d'investisseurs sont en Afrique et ils ont des retours sur investissement très intéressants. Je pense qu'il faut être sur le terrain pour se rendre compte que cette perception, elle est beaucoup plus, si vous voulez, accentuée que dans la réalité en fait. Très bien. Merci beaucoup Thierno Habib Anne d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est ici que prend fin cette édition de Focus. Restons sur Vox Africa.